Découvrez le roman La Galerie des Jalousies, le premier tome d'une nouvelle trilogie de Marie-Bernadette Dupuis. En France, en 1920, la Première Guerre mondiale vient de se terminer. Dans un petit village de la Vendée, un grave accident vient de se produire dans une mine de charbon et causera la mort de 3 travailleurs. 2 autres, dont Thomas Marot, seront prisonniers dans les entrailles de la terre et les chances de les sauver sont minces. Lorsqu'Isor Millet apprend la tragédie qui frappe l'homme qu'elle aime, elle se précipite sur les lieux, même si Thomas s'apprête à épouser une autre fille. L'événement prend une tournure inattendue lorsqu'on retire des décombres le corps d'une des victimes. Elle a été assassinée d'une balle dans le dos. Que s'est-il donc passé? La Galerie des Jalousies est truffée de scènes où l'émotion et les passions sont à leur comble. Un suspense garanti, une valeur sûre aux éditions JCL. Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est maintenant rendu au coup de cœur littéraire de mon auteur invité de cette semaine, Aline Apostolska, et on va commencer avec le premier, La femme qui fuit de Anaïs Barbeau-Lavalette, une auteure québécoise, et ça a été publié chez Marchand de Feuilles. Absolument. Pourquoi cet ouvrage-là? Mais d'abord, c'est une auteure dont j'avais lu Je veux qu'on m'efface et j'avais été complètement sidérée par l'écriture, la force, et puis aussi le fait qu'elle choisit des sujets difficiles et elle en traite avec une écriture crue, drue, et sans tergiversation, et ça me plaît beaucoup. Je dis dans Le Cœur Bleu, j'ai déjà dit dans d'autres livres que moi aussi j'écris souvent comme si je tenais un couteau ou un poignard, avec le côté un peu comme ça serré pour dire des choses telles qu'elles sont. J'aime pas du tout les fioritures en termes de littérature. Donc ça, c'est déjà quelque chose. Alors déjà, je partais de ça et j'aurais lu de toute façon... Bien sûr, c'est une documentariste par ailleurs et une scénariste. Et j'aurais lu n'importe quel autre livre d'Anaïs Barbeau-Lavalette parce que j'en gardais un souvenir extrêmement fort, donc de son premier livre, Je veux qu'on m'efface. Bon. Et ça raconte quoi, celui-là? Et là, en plus, j'apprends que la femme qui fuit, c'est en relation directe avec sa grand-mère, la mère de sa mère, Manon Barbeau. Et donc, c'est en relation directe avec l'histoire du Québec, l'histoire des femmes au Québec, et avec le refus global aussi. C'est-à-dire, bien sûr, avec toute cette époque des femmes qui ont signé le refus global. J'en connais quelques-unes, parce que je connais bien Jeanne Renaud, par exemple, qui est l'ancêtre de la danse au Québec, mais aussi Françoise Sullivan, Françoise Riopelle. C'est une époque aussi que j'ai étudiée, que je connaissais pas évidemment comme française, mais j'ai lu des choses sur ces femmes-là, j'ai raconté la vie de ces femmes-là, je les ai interviewées, etc. Et donc ça m'inspirait. Et je voulais voir comment elle allait traiter d'une histoire vraie, qui est en plus celle de sa grand-mère, puis en fait comment elle part dans ce livre en fait à la découverte, ou je dirais sur les traces de cette femme qu'elle connaît pas du tout, parce que l'histoire de sa grand-mère, c'est que sa grand-mère, cette femme qui fuit, sa grand-mère en fait quitte la maison, quitte sa famille, quitte ses enfants, donc quitte Manon Barbeau et son frère. Elle les quitte, elle les abandonne. En fait, c'est une mère abandonneuse qui abandonne ses enfants et parce qu'elle veut vivre sa vie. Et qu'à cette époque-là, on est dans les années 50, là, au Québec, donc c'est la fin des années 50, 60, ça se fait pas. De toute façon, quitter ses enfants comme mère, ça se fait pas. C'est très mal vu. C'est très mal vu, et puis je pense que c'est aussi très difficile à faire personnellement. Moi, j'aurais jamais été capable de laisser mes enfants, c'est sûr. Alors en fait, je les ai emmenés avec moi, donc c'est autre chose. Parce que moi, mes enfants, c'est sûr que je leur ai imposé un rythme de vie. Donc toutes ces choses-là me parlent en fait. Et je voulais voir comment la petite fille, donc héritière à la fois d'une mère qui est Manon Barbeau, qui est quand même pas n'importe qui a fait des films extraordinaires, très très engagée notamment dans la culture autochtone,
autochtones, etc. Puis elle-même, Anaïs Barbeau-Lavalette, aussi une femme engagée, libre, et puis héritière du féminisme, dans lequel aujourd'hui les femmes québécoises sont quand même porteuses de ça. Et en fait, je trouve ça merveilleux parce qu'elle permet de comprendre cette femme. C'est un livre très très fort. Et en même temps, elle nous fait l'histoire du Québec, l'histoire du féminisme au Québec. Et puis en même temps, elle n'évite pas aussi tout ce qui est la difficulté, l'horreur, la trace. Elle part en fait vraiment à la redécouverte. Et ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est qu'on ne sait jamais si vraiment cette femme qu'elle recompose à travers des documents, des choses qui sont racontées, des légendes familiales, etc. Elle recompose un portrait de sa grand-mère, mais on ne sait pas si c'est un personnage qu'elle a inventé de toute pièce ou si c'est vraiment la femme en question. Mais peu importe, parce que fondamentalement, elle parle de liberté et du droit de choisir sa vie et du droit de créer sa vie de toute pièce à son image. Et ça, d'abord, ça me parle énormément. J'ai écrit un livre qui s'appelle Les Grandes Aventurières, qui faisait suite à une émission que j'ai faite à Radio-Canada pendant 2 ans, où je racontais la vie de femmes depuis Hatshepsut jusqu'à aujourd'hui. Et c'est toutes de grandes aventurières. Et cette femme qui fuit, c'est une grande aventurière. Bien sûr que oui, avec aussi la difficulté, plus que ça, la douleur, les blessures que forcément on laisse sur ses descendants lorsqu'on fait ça. Et quelle est la femme qui un jour, sans qu'elle l'ait fait, mais qui s'est pas demandé justement comment réussir à vivre sa vie personnelle et à l'accommoder avec sa vie de famille, sa vie de mère, sa vie de créatrice, sa vie de femme, sa vie d'amante, versus sa vie de femme professionnelle, versus sa vie de mère, versus les responsabilités qu'on a, versus le désir qu'on a, les nécessités et les besoins. Donc forcément, ça parle à tout le monde. Voilà, et c'est ça. J'ai trouvé ça très très fort. C'est un des livres forts que j'ai lu cette année. Et il y en a un deuxième coup de cœur, d'après une histoire vraie de Delphine de Vigan. Oui, de Delphine de Vigan. Et là aussi, Delphine de Vigan, elle a raconté précédemment l'histoire de sa mère, mais l'histoire de la mère de Delphine de Vigan est triste parce que c'est une femme qui finalement était très intéressante puis a essayé de vivre une vie à son image, puis finalement y est réussi à moitié puis finit par se suicider en fait. Et ça s'appelait Rien ne s'oppose à la nuit. Et c'était un livre très très fort, un récit où Delphine de Vigan partait après que sa mère se soit suicidée à la recherche de sa mère, il recompose sa vie depuis son enfance, pour comprendre, sans doute pour comprendre. Et là, elle écrit d'après une histoire vraie, où on sait jamais exactement, ce que vous m'avez dit tout à l'heure, c'est une histoire vraie, puis tous les écrivains partent de leur histoire vraie, ou d'une histoire vraie, la leur ou celle de quelqu'un, et la recomposent, ok? Et on se fait tout le temps demander ça. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que blablabla. Et des fois, ça choque certains auteurs. Ils n'ont pas envie de dire si c'est vrai ou pas. Oui, mais c'est un peu con, parce que de toute façon, tout est sur une base plus ou moins autobiographique, comme je vous ai dit. Il y a plus ou moins des couches, mais il y a une base autobiographique toujours. Si c'est pas la vôtre, c'est celle de quelqu'un d'autre, mais c'est toujours la base d'une histoire vraie, d'un humain qui raconte un morceau d'humanité, pour de vrai. Ça, c'est sûr. Et là, elle raconte toute une histoire, puis finalement, on pense que c'est exactement son histoire, parce que c'est écrit au jeu, puis elle dit des choses dont on sait qu'elles sont vraies, parce qu'on sait que c'est sa biographie, etc. Puis plus ça va, et plus on s'éloigne de ça, et on sait plus très bien si c'est un personnage, pas un personnage. En plus, ça devient presque un thriller. Mais c'est aussi l'histoire d'une femme qui est écrivain, qui a eu un très grand succès, donc comme elle, avec Rien ne s'oppose à la nuit, qui est complètement manipulée par une femme qui se dit son amie, mais qui finalement finit par complètement la gruger. Et puis, ça devient fascinant. Et moi, ce que j'ai admiré là-dedans, évidemment, comme écrivain, c'est comment c'est fait. Parce que c'est fait de manière extraordinaire. Pour moi, il y a un lien entre ces 2 coups de cœur, mes 2 derniers coups de cœur de l'automne, donc entre La femme qui fuit d'Anaïs Barbeau-Lavalette et d'après une histoire vraie de Delphine de Vigan, parce que c'est des histoires de femmes aussi, puis c'est des histoires de femmes qui cherchent à
réussir à vivre la vie qu'elles espèrent se créer de toutes pièces. Et ces 2 livres-là ont forcément pour moi un lien avec le cœur bleu, parce que fondamentalement, ma Juliette, c'est ça aussi qu'elle fait. Et donc, ça rejoint mon histoire à moi, ma personnalité et mes convictions. Même si moi, j'ai pas eu à fuir mes enfants, j'ai pas eu à claquer la porte et tout ça, parce que j'ai la chance de vivre aujourd'hui et maintenant au Canada. Vous savez, je vous ai dit, les autres et le sort du monde et des autres me préoccupent beaucoup, beaucoup dans la vie. Il faut que nous soyons conscients à quel point le choix, la liberté de choisir sa vie, c'est un luxe occidental. Et regardez l'état du monde qui est de pire en pire chaque jour. Donc c'est un luxe en plus qui se réduit comme une peau de chagrin. Les 3/4 des femmes de cette planète et des hommes de cette planète n'ont pas la liberté de choisir la vie et de vivre la vie qu'ils veulent vivre. Alors, c'est important de se rendre compte à quel point nous avons cette chance et de le transmettre aux autres. Et donc, entre ces 3 livres-là, mes 2 coups de cœur et le mien, il y a aussi ça derrière. La liberté d'avoir 50 ans, comme moi, de vivre une grande histoire. Mon amoureux, lui, il n'a pas la liberté de choix. Parce que s'il l'avait, peut-être qu'il vivrait une autre vie. Et comme il me dit très souvent, il me dit, tu te plains parce qu'on est séparés, mais c'est moi qui t'attends. Je passe ma vie à t'attendre. Et moi, c'est vrai, je viens, je voyage, puis hop, là, je retourne le voir. D'ailleurs, je retourne le voir dans 2 jours. Pour de vrai. Si vous me permettez, Aline, on s'arrête et on retourne. Bien, c'est moi qui vais vous présenter des ouvrages que j'ai lus cette semaine. Oh, avec plaisir, Amélie.